Ce soir, nous recevons le professeur Étienne Picard. Le professeur Étienne Picard est docteur d'État en droit public et agrégé de droit public. Il est actuellement professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l'école doctorale de droit public à l'Université de Paris 1. Ses publications, Étienne Picard a publié sa thèse de doctorat, La notion de police administrative, collection bibliothèque du droit public, 1984. Il a également fait une contribution au guide juridique d'Alloz, police municipale, 1989, police administrative, 1989, prescription administrative, 1990. Et puis, en préparation, les droits fondamentaux, théorie générale, PUF, collection Thémis. Professeur Étienne Picard, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, réjouissons-nous d'abord que ce cours ait pour sujet la notion de citoyenneté et non la citoyenneté tout court. Car en effet, dans le débat contemporain, on s'entend plus pour en appeler constamment à la citoyenneté que pour l'expliciter précisément. Or, il se trouve que plus souvent on invoque cette notion, plus elle s'obscurcit. Et que tout ce qu'elle gagne en extension, elle le perd en intention, c'est-à-dire en densité de sens. Pour tout dire, craignons que la citoyenneté ne soit bientôt victime de son succès, comme c'est déjà un peu le cas pour d'autres notions, par exemple les droits de l'homme, qui, à force d'être invoqués pour justifier toute aspiration, même quelquefois tout désir, même légitime, finissent aussi malheureusement par perdre leur portée de droit véritable. Il en va pour les notions comme pour la monnaie. L'inflation comporte toujours un effet de dévaluation. Pour commencer, nous devons donc nous arrêter quelques instants sur ce phénomène d'inflation de la citoyenneté, assez récent au demeurant, pour en mesurer l'importance et les risques, mais aussi le sens auquel il faut demeurer attentif, car ce sens devrait nous mettre sur la piste d'une méthode propre à identifier la notion de citoyenneté avec un minimum de certitude ou d'objectivité. Nous essaierons donc, dans un deuxième temps, de déterminer la notion de citoyenneté en nous référant, pour l'essentiel, à ce qu'est la notion de citoyenneté en droit public français. Cela nous amènera à situer la citoyenneté dans le contexte général de l'ordre juridique français, tel qu'il a été posé à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Puis cela nous amènera également à cerner la spécificité de cette citoyenneté au sein de toutes les autres notions qui constituent cet ordre juridique et politique. Mais cette approche de détermination, bien qu'elle soit indispensable, cette approche ne suffira pas, car la notion de citoyenneté, telle qu'elle s'est établie en droit depuis 1789, a naturellement évolué, et surtout, elle subit aujourd'hui, dans les faits, mais aussi dans les esprits, un certain nombre de tensions, des tensions très fortes qu'il faut connaître et essayer de comprendre, parce que ces tensions peuvent en effet soit renouveler la notion de citoyenneté, soit peut-être la faire dépérir. La faire dépérir en ce qu'elle a de plus essentiel, qui nous paraît extrêmement nécessaire et précieux. Inflation, détermination, tension, tels seront donc les 3 points de ce cours. Inflation de la citoyenneté. Inflation de la citoyenneté, ou plutôt inflation de son invocation dans le discours, et dans les discours de toutes sortes d'ailleurs. Alors, analysons rapidement, dans ses causes d'abord, puis dans ses effets, ce phénomène d'intensification de l'usage du mot, de l'obscurcissement de l'idée, et peut-être d'affadissement de la chose. Plusieurs raisons donc peuvent rendre compte de ce phénomène. La première raison du phénomène tient à une donnée très simple. Le mot citoyenneté relève de plusieurs langages différents. Les langages historiques, politiques, philosophiques, moraux, médiatiques, juridiques. Et il y a plusieurs histoires, plusieurs philosophies, plusieurs systèmes juridiques, etc. Or, ces langages que l'on entend tous à la fois ne se font pas, loin de là,
la même idée sur le sens du mot ou sur la substance de la citoyenneté. Et cette donnée paraît essentielle, mais elle ne suffit pas à expliquer cette fréquence de l'usage combinée à l'imprécision et à la déperdition de sens, car après tout, il y a bien d'autres mots comme le mot « homme » qui fait l'objet d'une multitude de constructions intellectuelles, de représentations, de systèmes de connaissance du monde ou de disciplines scientifiques. Et si ce mot reste difficile à définir, son utilisation par une grande variété de langages ne le rend pas pour autant vague ou incertain ou obscur, ne serait-ce que parce qu'il correspond à une réalité physique bien tangible. Il n'en va pas de même de la notion de citoyen, dont on sait qu'elle ne correspond pas nécessairement à la notion d'homme ou à la notion d'être humain. Par parenthèse, lorsque je dirais homme, cela veut dire être humain et non pas homme au sens de vire le mal, homo par conséquent. La notion de citoyenneté est donc une notion conceptuelle. Et pour y accéder, il faut construire un concept et observer comment il s'est évolué, comment il s'est élaboré. Il existe une deuxième raison au phénomène que nous étudions. Cette deuxième raison n'écarte pas du tout la valeur de la première, mais elle tendrait plutôt à l'aggraver. La confusion ou l'incertitude du sens provient également de ce que, au sein même de chacun de ces discours multiples, le concept de citoyen n'est pas toujours très clair en soi, pour autant qu'il n'ait jamais été défini d'ailleurs d'une façon précise, ou même simplement convenu. Dans ces conditions, à l'intérieur même de chacun de ces langages, mais à des degrés tout de même assez variables, le signifiant, le mot, ne s'applique pas exactement au même signifié, à la même réalité. Une troisième raison explique le phénomène. Il semble bien que l'on puisse soutenir que c'est la fréquence de l'usage par les locuteurs divers qui favorise l'incertitude de sens, tout comme, à l'inverse, l'incertitude de sens encourage la fréquence de l'usage. Le phénomène s'alimente donc selon un processus cumulatif ou circulaire. Mais cette troisième raison ne suffit pas non plus, parce qu'il y a d'autres mots qui sont souvent utilisés, le mot société par exemple, ou le mot institution, qui ne fait pas l'objet du même phénomène. Alors il y a une dernière raison, qui paraît être la raison essentielle. Le mot citoyen ou le mot citoyenneté est revêtu d'une importante charge affective, et c'est le sort fréquent des mots revêtus d'une importante charge affective d'être fréquemment convoqués pour remplir une fonction qui, souvent, n'est qu'une fonction rhétorique. Selon la nature positive ou négative de la charge, leur simple invocation entraîne automatiquement une adhésion ou au contraire une répulsion, plus ou moins spontanée, mais toujours assez vive de la part de l'interlocuteur. Et on appelait à la citoyenneté, qui est une valeur forte, même si elle correspond à des représentations très diverses, mais toutes amélioratives, produit toujours l'effet recherché. Et il ne faudrait pas croire que l'usage rhétorique du mot se limite au seul champ du discours scientifique ou des discours scientifiques, du discours médiatique. On l'observe aussi dans les discours scientifiques. Ainsi, l'usage du mot ou la référence à l'idée constitue trop souvent un simple argument de type non pas rationnel, mais de type linguistique. Et on observe souvent ce phénomène, surtout lorsque le mot citoyen est adjectivé. Lorsqu'on entend vanter, par exemple, les attitudes citoyennes, les entreprises citoyennes, les démarches citoyennes, le rendez-vous citoyen. Et dès lors, il n'est pas étonnant que le mot soit surabondamment utilisé. Quels sont donc les effets de ce succès apparent ? Il se trouve qu'aujourd'hui, le mot citoyen finit par s'appliquer à tout ce que l'on considère de bien, de bon ou de juste, dans l'ordre du politique au sens le plus large du terme. Mais la valeur de l'idée est tellement forte dans ce seul ordre politique qu'on finit par l'exporter en dehors de ce cadre politique. De la sorte, la citoyenneté va être affectée, cette fois-ci, par d'autres adjectifs. Des adjectifs qui tendent évidemment à préciser le mot. Il est utilisé dans tellement de cas de figure, il le précise certainement, mais en fait, par leur effet cumulé, il multiplie les diverses sortes de citoyenneté, de sorte qu'on ne sait plus exactement ce que c'est que la citoyenneté. On aura ainsi, en dehors de la citoyenneté politique,
on aura la citoyenneté civile, la citoyenneté sociale, on aura la citoyenneté administrative, la citoyenneté industrielle. Il y aurait même aujourd'hui une net citizenship. Mais le phénomène n'est pas nouveau, évidemment, puisque l'on connaît aussi la citoyenneté du monde. C'est par là que l'usage du mot tend à devenir excessif, parce qu'au lieu d'éclairer, de valoriser ou même de changer la réalité à laquelle on l'applique, c'est le contraire qui risque de se produire, comme on peut le constater pour l'expression « droit de l'homme ». En effet, à force d'entendre invoquer la citoyenneté là où il n'y en a pas réellement, l'esprit finit par s'accoutumer à cette idée que la citoyenneté n'est pas seulement une idée vague, mais une notion sans portée réelle. Et en même temps que son sens se dilue, la citoyenneté s'affadit dans sa valeur et dans sa portée. Et la valeur attachée à l'idée de citoyenneté est assez remarquable parce que, précisément, dans son usage courant, le mot porte aussi l'idée de devoir, l'idée de responsabilité. Il est corrélé à des notions morales et même à des obligations, comme peut le faire comprendre le mot de civisme, qui évidemment lui est très lié. On parle ainsi des devoirs civiques, de la morale civique, des devoirs du citoyen. Ou encore, dans le champ de la sociologie, on y a identifié la citoyenneté par scrupule. Or, ces concepts de morale, de devoir, d'obligation, à première vue assez négatifs au regard des référents culturels actuels, eh bien, ces concepts de morale prennent au contraire un sens positif dès qu'ils se trouvent associés à la citoyenneté d'une façon ou d'une autre. Ainsi, lorsque ces obligations, ces devoirs, cette morale sont citoyennes, elles deviennent acceptables, elles deviennent même défendables et plus encore normatives, obligatoires, parce qu'elles sont légitimes. Il en est allé de même d'autres mots, les lois républicaines, l'ordre public républicain, la morale républicaine, etc. Dans l'ordre du politique et du social, la citoyenneté, par conséquent, sanctifie tout ce qu'elle touche et elle absout tout le mal que cet ordre peut comporter par lui-même. Mais il convient tout de même de relever quelque chose d'assez grave, me semble-t-il. Le mot, en effet, est fréquemment utilisé dans une intention simplement métaphorique, avec des guillemets le cas échéant, ce qui en soi est parfaitement admissible. Et on peut bien, à cet égard, parler de citoyenneté sociale, de citoyenneté d'entreprise, de citoyenneté internautique, etc. Mais au terme d'une certaine durée d'utilisation métaphorique du mot, eh bien, cette utilisation se banalise tellement que la portée métaphorique n'est même plus perçue comme telle. Ainsi, l'usage métaphorique finit par être pris sérieusement pour le sens propre du terme. Et c'est ainsi qu'on entend maintenant sans sourciller l'expression de notion ou l'expression d'entreprise citoyenne. Dans cet esprit, et plus profondément encore, il semble que la notion de citoyenneté évoque aujourd'hui la représentation idéale du rapport de l'homme au monde en général, et que la réalité politique ou juridique actuelle de la citoyenneté ne puisse plus être valablement opposée à cette représentation idéale. Cette idéalité même tend à constituer la référence unique et à constituer à elle-même le critère de sa propre vérité. Et comme en toute la matière des droits en général, comme en toute matière de droit, ce n'est plus la réalité positive de l'ordre des choses existantes qui sert de critère à la validité de la représentation intellectuelle que l'on se fait de ces droits ou de cette citoyenneté, c'est cette représentation idéale et idéale qui devient la référence par rapport à laquelle la réalité des choses doit se plier. Par là, cette représentation devient normative et ce sont les faits qui ont tort. C'est là l'effet de la légitimité. Ainsi, diverses études ont montré tout le sens qui s'attache au mot citoyen ou à la citoyenneté. Et ces études relèvent le plus souvent de la sociologie politique ou de la science politique. Mais pour un juriste, déduire la notion de citoyenneté de l'opinion moyenne que s'en font les citoyens reviendrait, pour un physicien, à rendre compte de ce qu'est le moteur à explosion en se référant à l'idée moyenne que s'en font les automobilistes. J'exagère, bien sûr. Et je comprends bien que ce que je dis est provocateur. Mais tout de même, le fond des choses est là. Et nous sommes
dans un contexte de subjectivisme ambiant et dans un contexte de sociologisme assez prégnant, nous sommes assez portés à confondre la réalité avec l'idée que l'on s'en fait tout seul ou dans le dialogue intersubjectif, mais il s'agit toujours de subjectivité. Par conséquent, pour définir la notion de citoyenneté, on doit se référer à un contexte spécifique, à une objectivité spécifique, au sein de laquelle ce concept s'est constitué. Et par rapport à ce concept, nous allons essayer de comprendre cette notion de citoyenneté, nous allons essayer de la positionner dans un champ disciplinaire donné qui présente pour nous une objectivité. Ce champ disciplinaire, c'est le droit. Et c'est par rapport au droit, par conséquent, tel qu'il a été posé en 1789, que nous allons essayer d'identifier cette notion de citoyenneté, que nous allons donc essayer de la déterminer. La détermination de la citoyenneté. La citoyenneté désigne un certain rapport de l'homme au monde, et plus spécialement un certain rapport de l'homme au groupe social dans lequel il vit, ou peut-être un certain rapport des hommes entre eux au sein du groupe social dans lequel il vit, et globalement un certain rapport de tous ces hommes ensemble par rapport à ce groupe social. Parce qu'on ne peut pas être citoyen tout seul. Il n'y a pas de citoyenneté sans concitoyenneté. Et la concitoyenneté est déjà une façon d'exprimer l'essence de la citoyenneté. Si l'on peut proposer dès maintenant une définition provisoire, la citoyenneté, c'est ce pouvoir des hommes de former eux-mêmes, juridiquement et souverainement, leur cité, et d'en fixer eux-mêmes, souverainement, mais de façon directe ou indirecte, de fixer eux-mêmes souverainement les règles de constitution et de régulation ou de fonctionnement de cette cité. Mais pour parvenir à cette définition, qui ne devrait être qu'une conclusion, il faut commencer par étudier les conditions de possibilité d'une telle notion. Dans quel contexte la notion de citoyenneté a-t-elle pu apparaître? Commençons donc par identifier ce contexte avant de chercher à identifier la substance de la citoyenneté. Le contexte dans lequel se forme la notion de citoyenneté, c'est évidemment, historiquement, l'Antiquité, Athènes et Rome, où elle peut être définie comme le droit de cité, le droit d'appartenir à la cité, surtout le droit de prendre part aux décisions qui en règlent la vie. Ainsi, la notion de citoyenneté d'aujourd'hui est éminemment tributaire de la culture occidentale classique qui en a accouché il y a plus de 25 siècles. Ce contexte culturel, naturellement, est très différent du nôtre, puisque notamment il pratiquait l'esclavage, ce que nous ne devons pas oublier. Le Moyen-Âge a marqué, de ce point de vue-là, une profonde discontinuité, une longue période de plus de 10 siècles, dans laquelle on ne faisait que conserver le souvenir de la citoyenneté. Mais la Renaissance intellectuelle d'abord, a fait revivre ce concept, surtout l'émergence de l'esprit moderne, l'extraordinaire basculement qui s'est produit à partir du XVIe et du XVIIe siècle, la crise de la conscience européenne, la révolution rationaliste qui a précédé le siècle des Lumières, autant de mouvements de fond qui ont préparé de longue main la révolution américaine et la révolution française. Car notre conception contemporaine de la citoyenneté se donne précisément son expression la plus formalisée et sans doute la meilleure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, ce monument politique, qui est toujours de droit positif et qui constitue l'acte fondateur de notre ordre politique et juridique, ce monument ne pouvait pas apparaître sans une certaine représentation du monde et de l'homme qu'il faudrait restituer pour accéder à la notion de citoyenneté. On ne pouvait accéder à la citoyenneté, en effet, en dehors d'une certaine vision du monde, d'une certaine cosmogonie et d'une certaine anthropologie que la déclaration de 1789 tient toujours pour exacte et pour valide, même si les idées ont depuis lors évolué. L'idée majeure qui va engendrer l'idée de citoyen, c'est indubitablement l'idée de liberté, l'idée d'égale liberté. Mais pas la liberté de l'esclave échappé de la maison de son maître, car la liberté n'est pas une escapade ni une évasion. Bien davantage une liberté mature et responsable.
la liberté des modernes qui redécouvrent la liberté des anciens et qui la pénètrent pour la potentialiser d'une façon inédite, extraordinaire, radicale, au point de balayer la société d'Ancien Régime par une révolution dont l'esprit va embraser en un siècle toute l'Europe et bientôt le monde entier. Cette idée de liberté, c'est l'esprit de liberté, et c'est d'abord la liberté de l'esprit, puis la liberté de l'agir. La liberté de l'esprit qui prend la liberté de se concevoir elle-même ou lui-même désormais, au lieu de se recevoir tel que cet esprit a été créé, ou tel que l'homme qui pense a été écrasé par des siècles de féodalité, de vassalité ou de servitude. C'est la liberté de se concevoir comme un être pensant et de se concevoir comme un être autonome et non plus hétéronome reçu d'ailleurs. Liberté de l'homme qui est parce qu'il pense et qu'il pense souverainement, divinement peut-être, et qui se pensant pense aussi le monde pour le déconstruire par son intelligence et par sa raison, mais aussi pour le reconstruire par son intelligence et plutôt par sa volonté. Volonté peut-être un peu prométhéenne qui veut en faire, pour reprendre la formule cartésienne, le maître et le possesseur du monde. La Révolution, en effet, de 1789, est tout entière inscrite dans le cogito ergo sum de Descartes, même si elle le déborde, puisque la pensée débordante s'est projetée en acte. À partir de là, l'homme cesse de se concevoir comme le produit impuissant et hébété d'un destin implacable, d'un sort impitoyable. Il cesse de croire que le monde serait déterminé par des forces surnaturelles contre lesquelles il ne pourrait rien et auxquelles il serait inféodé irrévocablement. Il cesse de croire que les règles de la vie en commun imposées par l'histoire, par les pouvoirs, par les circonstances ou par l'ignorance, serait posé par une volonté inflexible et extérieure à lui-même. Il pense enfin l'idée de société comme l'effet non plus d'une volonté divine, mais comme l'effet d'un accord des hommes, d'un accord de volonté entre les hommes comme un contrat social. Puis, dans son histoire, il retrouve opportunément cette idée de cité, qui s'était maintenue dans quelques cités médiévales précisément. Il la ressort et il la pense de nouveau, et il la pense surtout à nouveau, après avoir définitivement congédié les augures de toutes sortes, sauf peut-être les grands prêtres rationalistes qui, peut-être plus tard, feront son malheur. Et cela pour concevoir cette cité et l'instituer bientôt comme la mise en commun des volontés et des forces désormais souveraines de la raison pratique. Comment ce contexte philosophique s'est-il incarné en institutions et en règles de droit? Il faut donc essayer de dégager le citoyen de notions parallèles mais différentes, la notion d'homme, la notion de sujet, la notion d'individu et la notion de personne. Partir peut-être de la notion d'identité. Parce que la notion d'identité est une notion extraordinairement ambivalente, dont l'ambivalence va se projeter sur l'ensemble des autres notions qui structurent l'ordre juridique et politique actuel. En effet, l'identité, c'est ce qui est identique, c'est ce qui est commun. Mais l'identité, c'est aussi ce qui est spécifique, particulier, singulier, au sens de la carte d'identité. Or, l'identité de l'être humain, eh bien, on va le retrouver tout aussi ambivalente. On va le retrouver tout aussi ambivalente parce que, précisément, l'être humain se caractérise par le fait que tous les êtres humains sont non pas seulement semblables, mais identiques, en tant qu'ils sont êtres humains. Mais en même temps, l'identité de l'être humain, c'est d'être au sein de cette espèce commune, unique, commune à tous. C'est d'être au sein de cette espèce unique, singulier, irréductible aux autres, par conséquent particulier. Et de ces implications, la conscience moderne qui a fondé notre système politique et juridique tire ce qu'elle conçoit comme des droits, c'est-à-dire des pouvoirs de faire ou de ne pas faire, d'exiger ou de refuser, et qui sont opposables aux tiers et effectivement garantis par la collectivité. Sur cette base, l'un des tout premiers droits est le droit pour chaque être humain d'être reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire précisément comme un être humain, comme part de la société des hommes. Il n'y a pas de violation plus grave des droits de l'homme que de refuser son humanité à un être humain. Vu
en l'un de ses aspects les plus techniques, ce droit s'appelle aussi le droit à la personnalité juridique. C'est le portail obligé de toute relation juridique et donc de tout autre droit. Les esclaves n'avaient pas la personnalité juridique. Plus spécialement, dès lors que la société humaine se démultiplie en une pluralité de sociétés particulières, dans les conditions que l'on va évoquer, chaque homme a droit à une socialité spécifique. Il a droit à une socialité, mais aussi à des socialités, car il peut appartenir évidemment à plusieurs sociétés à la fois. Et ce droit est lui aussi un des tout premiers droits. Mais rien ne dit que cette socialité doive s'épuiser dans l'idée de citoyenneté. La seconde dimension de l'identité humaine, eh bien, c'est précisément sa liberté, sa spécificité, son irréductibilité aux autres, sa différence. Et on comprend ainsi comment ces deux droits ont pu se croiser pour donner lieu à l'émergence d'un autre droit. Lorsque l'idée de liberté croise l'idée de socialité, lorsque la liberté de s'autodéterminer soi-même lorsqu'on est seul croise sa socialité, cela veut dire que cette autonomie va se reporter sur la société dont on est membre. Et l'on a donc ainsi le pouvoir d'autodétermination de la société et on a donc l'idée de démocratie et par là même sans doute bientôt l'idée de citoyenneté. En effet, comment caractérise la déclaration, comment caractérise-t-elle les hommes? Article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est là, exprimé en une seule phrase, tout le fondement anthropologique de la Révolution, que la déclaration donc consigne dès son premier article. Et par un retournement extraordinaire, qui est par lui-même la Révolution, le sujet, c'est-à-dire l'assujetti, qui était donc exclusivement le sujet d'un autre, le sujet d'obligation, le sujet d'un maître, eh bien ce sujet devient le sujet de lui-même, le sujet du verbe, comme en grammaire, le maître de l'action, le sujet de droit, et de l'accouplement nécessaire donc entre ces deux principes de liberté et de socialité. On a le principe de démocratie et le principe de citoyenneté. Mais quel citoyen, quelle cité? Eh bien, la réponse se trouve dans la façon dont les hommes perçoivent ensemble leur identité commune. Ils ne la perçoivent que relativement et non pas absolument. C'est-à-dire qu'ils se perçoivent comme étant relativement identiques aux autres hommes, certains autres hommes, et relativement spécifiques par rapport à tous les autres hommes. Autrement dit, les sociétés sont partielles. Elles ne sont pas globales. Les sociétés sont partielles. Elles sont d'abord partielles parce qu'elles sont perçues comme étant partielles. Et la citoyenneté, cette liberté, par conséquent, va s'exercer dans un groupe particulier. En France, et selon la déclaration de 1789, ce groupe particulier, ce groupe spécifique particulier, c'est la nation. C'est la nation qui va constituer le lieu de la souveraineté et de la démocratie. Et la Constitution actuelle de 1958 reprend complètement ces principes, puisqu'elle définit la souveraineté nationale comme appartenant au peuple, avec une certaine ambiguïté néanmoins que nous retrouverons tout à l'heure. Donc c'est la nation qui est souveraine. Et la citoyenneté, c'est ce pouvoir de déterminer souverainement, librement, les conditions de la vie commune. Et ce pouvoir s'exerce dans le cadre de la nation et elle s'exerce nécessairement dans ce cadre unique parce que la souveraineté est un pouvoir exclusif de tous les autres. Et nous reviendrons également pour spécifier la citoyenneté sur cette idée. La notion d'individu à laquelle se réfère également la déclaration de 1789 va nous permettre de mieux cerner encore la notion de citoyenneté. En effet, la notion d'individu comporte elle aussi deux faces, deux sens apparemment contradictoires, mais dont la contradiction même, dont la jonction même va nous permettre de caractériser l'homme et le citoyen et de les distinguer. Considérons les choses dans le premier sens. L'individu, c'est évidemment notre individualité, ce que nous avons de plus propre à nous-mêmes. L'individu, donc, se caractérise par ce qui est de plus spécifique à lui-même, sa volonté, son autonomie. Et c'est sur cette base-là que le contrat social s'est conclu, sur la base de nos volontés, hypothétiquement bien sûr, mais c'est comme ça que l'on explique la formation du groupe. Mais une fois
que l'institution politique s'est fondée sur ce contrat, cette institution pose des règles de droit obligatoires. Et l'individu alors va prendre un autre sens, apparemment opposé au premier. Un autre sens qui va se mêler constamment au premier sens d'une manière un peu étonnante. Parce que, bien que de sens opposés, ce dernier sens, ce deuxième sens, va permettre de garantir les droits du premier. En effet, comme l'étymologie l'indique, l'individu, maintenant dans ce deuxième sens, c'est ce qui n'est plus divisible. L'individu est un atome, en espèce un atome social, c'est ce qui ne peut pas être davantage divisé. L'individu donc est le produit d'une division de la collectivité, par elle-même, division la plus fine possible, dès lors que la division ne peut pas aller au-delà de l'individu. Cette fois donc, vous le voyez, ce n'est plus la société qui procède des individus, c'est l'individu qui procède de la société. Et cette fois-ci, c'est l'individu qui est soumis aux droits de l'institution. Et cette individualité commune est propre à tous les hommes. Cette individualité commune à tous les hommes ne se manifeste plus maintenant par les spécificités individuelles, puisque cet atome social n'a pas de nom, il n'a pas de sexe, il n'a pas d'âge, il n'a pas d'état, il n'a pas de profession, il n'a pas d'origine, il n'a pas d'opinion, il n'a pas de langue, pas de croyance. Cette individualité-là va se révéler par le statut juridique commun à tous les individus, constitué de l'ensemble des lois qui s'appliquent indistinctement à tous les individus. Et c'est précisément parce que ce statut d'individu est commun à tous et qu'il est abstrait et général que ce statut est en même temps égal pour tous et qu'il garantit les droits des sujets, les droits de l'homme, qui, eux, sont des droits subjectifs, des droits particuliers à chacun. Vous voyez donc que cette individualité qui uniformise ne veut pas connaître des différences et que cette individualité est éminemment précieuse parce qu'elle garantit techniquement le respect de l'égalité en droit et de l'égalité des droits. Nous pouvons donc maintenant atteindre la substance spécifique de la notion de citoyenneté. On confond souvent la citoyenneté avec certains de ses attributs, avec certains de ses gestes, avec certaines de ses fins. Ainsi, on serait porté à croire qu'il y aurait citoyenneté dès lors qu'il y a vote ou dès lors qu'il y a élection. La confusion est aisée à lever. Le pape est élu par une assemblée, le Sacré Collège, composé de cardinaux, et personne n'a jamais prétendu que les cardinaux seraient des citoyens ou agiraient en citoyens et que le pape serait le chef d'une démocratie. Le vote et l'élection sont les instruments procéduraux de la citoyenneté, mais ils n'en expriment pas du tout l'essence. Et l'on peut voter évidemment dans une assemblée de copropriétaires pour décider si on va devoir réparer l'escalier. Ce n'est pas de la citoyenneté, à moins d'admettre évidemment la notion de citoyenneté d'immeuble. La citoyenneté est certainement un droit participation, mais tous les droits participation ne correspondent pas essentiellement à la citoyenneté. Quelquefois, on voit de la citoyenneté là où les droits de l'homme sont en cause. À l'évidence, les droits de l'homme et les droits du citoyen entretiennent des relations extrêmement étroites, mais ils ne se confondent pas pour autant. La citoyenneté correspond à un pouvoir d'agir en démocratie. Et la démocratie se donne comme fin, au moins la démocratie libérale, se donne comme fin la garantie des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont donc à la fin de la démocratie, mais ils ne sont pas sa substance. La fin ne se confond pas avec tous les moyens, parce qu'on a connu aussi des démocraties qui ne sont pas libérales et qui, par conséquent, comme dans l'Antiquité, qui ne protègent pas les droits de l'homme. Le cœur de la citoyenneté, c'est incontestablement la participation directe ou indirecte à la constitution et à la régulation souveraine de la cité. Et ce droit emporte le pouvoir de co-déterminer avec les concitoyens les règles fondamentales de la cité, comme la Constitution et les lois, le droit de consentir à l'impôt, le droit d'autoriser les dépenses de la cité, le droit de participer à l'application de la loi dans le cadre de la fonction publique, dans le cadre de la décentralisation, ou encore à participer aux jurys d'assises, qui eux aussi appliquent la loi. Mais là encore, il ne faut pas s'abuser sur le sens du mot cité. Il ne s'agit pas de la cité au sens ordinaire du terme, de la ville. Il s'agit bien de la cité globale et souveraine, celle qui forme le lieu où les décisions suprêmes sont prises.
La cité, qui, en tant qu'elle est souveraine, a le droit du premier mot et du dernier mot. La cité souveraine, qui, en tant que telle, a, comme on le dit en droit, la compétence de la compétence, c'est-à-dire qu'elle peut déterminer les objets sur lesquels elle est compétente. L'essence de la démocratie se définit ou se saisit essentiellement en droit et pas seulement politiquement. Il faut comprendre donc que la démocratie existe, non pas forcément parce que toute décision publique serait prise par le peuple, mais elle existe parce que toute décision publique est prise en vertu d'une norme qui initialement a été acceptée ou votée par le peuple. Au fond de la citoyenneté, donc, qui est une co-souveraineté, on trouve à la fois deux éléments mêlés, la nature du lien indivisible des individus entre eux avec la nation, mais encore et surtout les caractéristiques propres du corps ainsi constitué et la part que les éléments prennent à la vie du corps. C'est le sens que l'article 3 de la Déclaration de 89 donne à la souveraineté nationale. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Par conséquent, une condition essentielle caractérise la qualité de citoyen, l'appartenance à une collectivité souveraine et la possession exclusive par cette collectivité du pouvoir normatif et du pouvoir coercitif. Et comme la nation se constitue de l'universalité indistincte de tous les citoyens, ce sont plutôt ceux-ci qui encore, je veux dire, dans un ensemble formé, ils forment un corps, eh bien ce sont ceux-ci qui, encore, jouissent ensemble de cette co-souveraineté. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de volonté générale de la nation. La loi est l'expression de la volonté générale. Comme le dit l'article 6 de la Déclaration de 89, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. En obéissant à la loi, dans ces conditions, les citoyens sont donc censés n'obéir qu'à leur propre volonté. On a là l'expression juridiquement la plus condensée de la démocratie, telle qu'on la conçoit en France classiquement. Le deuxième élément caractéristique de la citoyenneté est qu'elle est essentiellement publique. Elle s'exerce en république, non pas nécessairement la république républicaine à la française, mais la république au sens de res publica. Et cette res publica, c'est évidemment la citoyenneté, La citoyenneté postule donc la distinction du public et du privé. La citoyenneté, ensuite, est un lien direct et exclusif entre les citoyens, pris individuellement et indistinctement, et la nation. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 3 de la Constitution de 58. La nation correspond donc à l'universalité des citoyens, pris en tant que tels. Et en l'état du droit constitutionnel français, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel, décision qui avait été mal comprise, il ne peut pas y avoir de peuple corse, même comme composante du peuple français. Il n'y a que des citoyens français. Enfin, quant à sa nature, la citoyenneté correspond à une responsabilité. Je suis élu pour être responsable d'autrui, a dit à un autre propos un philosophe. Mais en tous les cas, même sur le plan de la citoyenneté, il faut la relier à l'idée de responsabilité. Alors on se pose souvent la question de savoir si la citoyenneté est un droit ou une obligation ou un ensemble de droits et d'obligations. Incontestablement, la réponse est que la citoyenneté est essentiellement une fonction, donc une responsabilité, et qu'en tant que telle, elle suppose des pouvoirs et des obligations, exactement comme on l'en dit que quelqu'un est responsable d'un service, d'une entreprise. Cela confère des droits et des obligations. Mais en tous les cas, ces droits ne sont certainement pas réductibles à l'idée de droit subjectif, c'est-à-dire de droit exercé pour soi-même. Certes, on ramène souvent la citoyenneté aux droits civiques, mais les droits civiques qui constituent le cœur de la citoyenneté n'en épuisent pas non plus l'essence. Je crois que le premier droit de la citoyenneté, c'est le droit d'être représenté par ce corps et par ceux qui ont le pouvoir dans ce corps. Le droit d'être représenté,
même si l'on n'est pas citoyen, j'allais dire. En tous les cas, même si, étant citoyen, on n'a pas voté pour celui qui fait la loi. Même par conséquent, si l'on est dans la minorité politique. Le droit d'être représenté. Pourquoi ? Parce que la loi est faite pour tous, y compris lorsqu'ils sont donc un peu à part dans la société des hommes. Les femmes, sous la Révolution, ont été citoyennes avant même d'être électrices. Il n'est peut-être même pas certain que tous les hommes, en tant que citoyens, soient uniment égaux. Certes, la Déclaration, article 6, proclame « Tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi ». Mais l'article 6 ajoute « Tous les citoyens sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent ». Cela signifie bien que les citoyens qui ont en principe une égale vocation à occuper des fonctions publiques, ces citoyens vont voir leur égalité céder devant des différences de capacité, de vertu et de talent. Or, on ne voit pas du tout le même phénomène en ce qui concerne les droits de l'homme. L'imbécile et le fâcheux ont exactement le même droit que les autres de parler et d'écrire. Par contre, pour exercer certaines fonctions publiques, il faut passer des concours. Nous avons donc ici fait un tableau un peu dogmatique de la notion de citoyenneté. Et il arrive que dans la réalité, l'idée que l'on se fait de la citoyenneté ne correspond pas nécessairement à ce tableau que je viens de vous brosser. Et il arrive aussi que les idées évoluent, et par conséquent que les idées fassent une sorte de pression sur le droit positif. Et c'est là que s'exercent ces tensions sur la notion de citoyenneté que je viens de définir. Nous allons donc maintenant examiner ces tensions, les tensions sur la citoyenneté. On peut bien admettre que dans la pratique, les choses ne se passent pas réellement comme je l'ai dit. Et il faut admettre ici que les leçons de la science politique, de la sociologie politique, montrent qu'au lieu de ce beau modèle de la citoyenneté, on se trouve quelquefois dans la réalité pratique aux antipodes. Lorsque, par exemple, on observe que la politique ressemble quelquefois à une entreprise politicienne ou à un marketing, que certains politiciens peuvent pratiquer la politique comme un business, et que les citoyens, quelquefois, se comportent comme de véritables consommateurs, que la puissance publique est un véritable fonds de commerce, et que les politiciens peuvent être aussi d'habiles prestataires de services. Mais on peut aussi, puisque je l'ai présenté dans cet esprit, considérer que malgré l'évolution de la pratique, c'est encore le droit qui a raison et non pas la pratique. Par conséquent, la pratique n'est pas nécessairement normative. Néanmoins, il faut s'interroger sur le point de savoir si l'évolution des faits, et plus encore l'évolution des idées, n'est pas de nature à faire évoluer les règles de droit, ou sinon à les faire évoluer, à remettre en cause leur légitimité. Alors, je vois pour ma part plusieurs sortes de tensions qui s'exercent sur ce modèle classique de la citoyenneté, qui sont d'ailleurs extrêmement solidaires. Je pense qu'on peut les regrouper en montrant que certaines de ces tensions portent sur le point de savoir quels sont ou quels doivent être ou quels devraient être les lieux de la citoyenneté, et puis il y en a d'autres qui portent sur le point de savoir qui sont ou qui doivent être, qui devraient être les titulaires de la citoyenneté. Voyons d'abord les tensions quant aux lieux de la citoyenneté. Alors évidemment, je veux parler ici des lieux juridiques, c'est-à-dire des instances dans le cadre desquelles s'exerce la citoyenneté. Eh bien, il semble en effet que le lieu de la collectivité publique globale ne soit plus le lieu exclusif, au moins dans les esprits, de l'endroit où la citoyenneté doit s'exercer. Comme cela a pu être, par exemple, si l'on fait référence à des souvenirs historiques, comme ça a pu être à l'époque de la Commune avec un grand C,
comme peut l'être encore le phalanstère dans des représentations collectives, comme peut l'être la bergerie en Ardèche, comme peut l'être de façon plus ordinaire, plus quotidienne, le quartier, l'entreprise, le service public, l'école, toute communauté culturelle, ethnique, religieuse, mais aussi évidemment la commune, sans majuscule, la commune que l'on connaît tous, ou encore la région, ou encore l'Europe, sans oublier le monde. Voilà donc une multitude de lieux possibles d'exercice de la citoyenneté. Mais peut-il y en avoir plusieurs à la fois? Et s'il ne peut pas y en avoir plusieurs, lequel faut-il choisir? Il se trouve qu'aujourd'hui, la citoyenneté veut être partout. Partout. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que précisément la souveraineté implique qu'elle soit exclusive, et l'on ne peut pas l'exercer partout, cette citoyenneté exclusive, cette souveraineté exclusive. Par conséquent, on peut bien imaginer un pouvoir de participation sur les affaires locales. C'est important, évidemment, mais ce n'est pas ça l'essence de la souveraineté. Pourquoi? Parce que si ce que vous décidez dans le cadre du quartier, de la commune, de l'entreprise, peut être surpassé par des normes dont vous n'avez pas la maîtrise, quelle sera la valeur de la démocratie dans le cadre local? Ce qui importe, c'est de savoir si le lieu dans lequel on exerce cette démocratie de citoyens est un lieu où se manifeste ce pouvoir souverain et exclusif. On a également, dans un certain nombre de domaines, des tensions qui s'exercent et qui font valoir que la citoyenneté va devoir s'exercer dans des lieux où il y a un enjeu de pouvoir. On parlera par exemple de la citoyenneté administrative. Mais la citoyenneté administrative n'est qu'une image, une métaphore. Parce que la vraie citoyenneté est politique, elle n'est pas administrative. Et si c'est confondre le citoyen et l'administré, ou encore le citoyen et l'usager? Parce que les usagers non citoyens ont évidemment les mêmes droits que ces prétendus citoyens administratifs. Et c'est un faux sens de la citoyenneté que de l'appliquer à ce lieu, parce que c'est supposer que l'administration ne serait plus sous le contrôle d'un pouvoir souverain, d'un pouvoir auquel participe la souveraineté ou la co-souveraineté des citoyens. Ensuite, il ne faut pas se tromper sur le sens de certaines citoyennetés proclamées. La citoyenneté européenne, belle idée, mais la citoyenneté européenne n'est pas une vraie citoyenneté. Ce n'est pas une vraie citoyenneté tant que les citoyens ne participent pas à l'exercice d'une souveraineté. Ce n'est pas une vraie citoyenneté tant qu'ils ne participent pas à l'exercice d'une véritable souveraineté, ni directement ni indirectement. En réalité, les citoyens européens ne jouissent que de certains des attributs qui, dans les États membres, sont reconnus aux citoyens. Mais dans l'Union européenne, dans la communauté européenne, il n'y a pas de souveraineté en dehors de la souveraineté des États membres. Le Parlement européen n'est pas souverain. Et si l'on y réfléchit encore un peu plus, cette pseudo-citoyenneté européenne n'est pas non plus vraiment européenne. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas vraiment européenne? Parce que c'est un traité qui l'accorde, ce n'est pas l'Europe. Et le traité, c'est un acte qui est co-signé par des États souverains. Et d'ailleurs, les citoyens européens ne sont citoyens européens que parce qu'ils ont la citoyenneté déjà dans leur propre pays. Voyons donc maintenant les tensions qui s'exercent quant aux personnes titulaires de la citoyenneté. Le problème essentiel de la citoyenneté sur le plan philosophique, sur le plan historique aussi, sur le plan politique et juridique, son problème essentiel, c'est que le citoyen n'a jamais correspondu exactement à l'homme, à l'être humain. Et la solution du problème historique, quand il s'est posé à la conscience, évidemment, pour autant qu'il se soit posé à la conscience. Et en France, il s'est aussi posé un peu tard, parce qu'on a aboli l'esclavage vraiment très très tardivement. La solution du problème a donc tendu à faire coïncider de plus en plus les deux qualités. Et cette évolution, évidemment, a constitué des progrès dans le développement de la démocratie.
Mais aussi scandaleuse que puisse sembler la thèse que je vais esquisser, il apparaît aussi que cette coïncidence exacte entre l'être humain et le citoyen n'est pas réellement satisfaisante pour la satisfaction même des fins de la démocratie, comme je vais essayer de le montrer rapidement. Le citoyen, en effet, doit rester un être spécifique par rapport à la personne humaine en général. La tendance à faire coïncider les deux qualités de citoyen va se décomposer en plusieurs branches fort différentes, que je vais essayer de retracer. La première branche a consisté simplement à attribuer la qualité de citoyen sans la changer, à l'attribuer à de plus en plus de personnes, à des catégories de plus en plus larges de personnes. La deuxième branche de l'évolution n'a pas exactement le même sens parce qu'elle va, en étendant le champ des bénéficiaires de la qualité de citoyen, elle va tendre à changer les caractéristiques spécifiques du citoyen pour faire en sorte que ces citoyens soient en fait considérés, saisis comme de vraies personnes avec leurs individualités. Et puis, il y a une troisième tendance qui va tendre, elle, à ramener le citoyen au sujet, mais pas le sujet de l'Ancien Régime, le sujet avec un grand S, celui du nouvel individualisme. Quelques explications si j'ai le temps. Alors la première tendance ne soulève que quelques difficultés qui d'ailleurs ne sont pas majeures. Extension, en effet, progressive, successive, continue dans l'histoire de la qualité de citoyen à une multitude de personnes. Les hommes sont devenus, les hommes mâles cette fois-ci, sont devenus citoyens, tous. Première extension, premier progrès. Puis ensuite, on a opéré une suppression de la dualité citoyen actif, citoyen passif. Tous sont citoyens actifs. Autre progrès. Puis les femmes ont acquis le droit de vote. Autre extension. Puis les jeunes, on est passé de 21 ans à 18 ans. Et puis, création donc de cette notion de citoyenneté européenne. Et cette observation s'étend bien plus, puisqu'aujourd'hui nous avons le Parlement des enfants, qui est en train de siéger, je crois, maintenant. Très sérieusement. Il reste encore une autre question, qui est au cœur de l'actualité, en voie de règlement, c'est la question du vote des travailleurs immigrés, au moins aux élections politiques locales. Alors nous en parlerons peut-être tout à l'heure, mais voilà encore une autre possibilité d'extension qui ne modifie pas la qualité de citoyen. Mais il y a une deuxième branche dans cette évolution qui, elle, est plus grave sur le plan de l'identification du concept de citoyen. Elle tend, cette deuxième tendance, à confondre les qualités du citoyen et les qualités de l'être humain. Et cela s'explique par les transformations de la démocratie, qui n'est plus strictement libérale, mais qui est une démocratie aussi économique et sociale, dont le but n'est plus seulement la conservation des droits naturels de 1789, mais dont le but est la réalisation des droits économiques et sociaux de 1946, qui sont donc des droits tendant à l'égalisation des conditions économiques et sociales. Autrement dit, ce que les lois saisissent maintenant, ce n'est plus l'individu citoyen abstrait d'autrefois, libre et égal, égaux entre eux, c'est beaucoup plus des hommes concrets, des hommes situés, des hommes qui ont un sexe, qui ont un âge, qui sont des vieillards, qui sont des jeunes, qui sont des enfants, qui sont des handicapés, qui sont des chômeurs, qui sont etc. L'évolution en elle-même, qui est une évolution positive de la démocratie, tend à transformer la nature des destinataires de ces normes qui sont pris, par conséquent, en leur qualité spécifique d'être humain, concret, situé dans un contexte bien donné. Or, si cette évolution par elle-même est évidemment positive, il en ressort que peu à peu, on perd la trace et le sens de la distinction entre hommes et citoyens, puisque ces citoyens-là sont de plus en plus personnalisés. Donc, la citoyenneté, tout logiquement, tend à devenir économique et sociale, elle aussi, mais aussi culturelle, mais aussi linguistique, mais aussi éducative, sanitaire, médicale, et il semble qu'il n'y ait pas de limite à son expansion, parce qu'il n'y a pas de limite à l'expansion du champ de la demande d'égalisation des conditions. Et c'est là la nouvelle citoyenneté qu'avait inaugurée en son temps le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981-82. L'expression a fait long feu, mais l'idée demeure. Que voit-on dans ces conditions ? Eh bien, on voit que, au lieu de se dépersonnaliser, afin que l'homme, dans le cadre de la loi égale pour tous, puisse mieux se
personnalisé par sa seule liberté privée, le citoyen se repersonnalise de plus en plus pour que la loi elle-même lui offre les moyens de sa personnalisation qu'il n'est plus en mesure de trouver dans sa seule liberté. La troisième tendance est beaucoup plus grave parce qu'elle risque d'aboutir à une altération même de la notion de citoyenneté. Et on est moins ici dans l'ordre des faits que dans l'ordre des seules idées et dans l'ordre du discours. Cette tendance se situe dans le prolongement de la précédente, mais elle va bien au-delà en raison dont la citoyenneté est comprise et exploitée dans le contexte du nouvel individualisme, qui est en fait le contexte de l'absolutisation du sujet. Sa tendance à se poser de plus en plus comme le souverain évidemment de ses fins et de ses moyens, mais aussi du monde qui l'entoure. L'entité dominante de la vie sociale, en effet, est devenue le sujet avec un grand S. Non pas le sujet assujetti, mais le sujet maître du verbe, le sujet absolu, qui tente à se penser comme une monade autosuffisante, autorégulée, autonome, souverain par conséquent de lui-même, mais aussi souverain nécessairement de la totalité, dans la mesure où il se pense absolument. Il ne faut donc pas se tromper sur le sens de l'invocation constante aujourd'hui du citoyen et de la citoyenneté. Cette invocation peut aussi recouvrir ce sens. Et ici, il ne s'agit plus simplement de repersonnaliser le citoyen, il s'agit de le subjectiviser, tout en lui reconnaissant une fonction de souveraineté. Mais cette souveraineté-là n'est plus conçue comme une fonction ordonnée à la conservation ou à la réalisation des droits des hommes. C'est la souveraineté personnelle du sujet sur le monde qui tend à ne plus reconnaître en l'autre un alter ego, un autre soi-même, et qui par suite ne voit plus la nécessité de décomposer en ces deux faces sa propre personne. Son humanité et sa citoyenneté se confondent en sa subjectivité dans soi pour soi, qui n'oblige plus qu'à elle-même et qui ne reconnaît plus d'autre ordre juridique que l'ordre juridique qu'il se confectionne pour lui-même et par lui-même, de sorte que le sujet absolu se veut l'objectivité même autour duquel le monde tourne. Ce n'est pas étonnant dans ces conditions que le sujet veuille être citoyen partout. En conclusion, la figure du citoyen, fera-t-on valoir, à force de s'amplifier, finit par se vider de son sens. Et elle se vide de son sens parce que la dualité de l'homme et du citoyen s'estompe très fortement dans les esprits. On ne la connaît plus, on ne la comprend plus et on ne la pense plus. Or, cette dualité homme-citoyen ne se conçoit que si l'homme, dans son rapport à la collectivité, est pensé ou se pense en ces deux dimensions. L'homme pour lui-même et l'homme pour le monde. La même personne en ces deux faces. Car l'homme est autant un être individuel qu'un être social. Il aspire autant à se retirer en lui-même, pour lui-même, qu'à vivre en société, à son profit ou pour les autres, par égoïsme ou par amour. Mais si l'on pense l'homme à la fois comme un être libre et comme un être social, libre et social indistinctement, sa liberté ne peut advenir qu'en société. Et sa socialité ne peut se réaliser que dans le respect de sa liberté. L'homme ne peut pas être libre pour lui-même en faisant abstraction de son appartenance à une société, en niant sa socialité, comme il apparaît que l'on fasse de plus en plus, et comme on le faisait déjà à une époque où, pour fonder la liberté en droit, on croyait devoir invoquer le bien mythique état de nature. Car la liberté, au moins juridiquement, n'a vraiment aucun objet, aucune consistance, aucun sens si on ne la saisit pas dans le rapport de son titulaire au tiers. La liberté de Robinson sur son île ne pose aucune question juridique, celle-ci ne commence à se poser que dans le rapport de Robinson à Vendredi. L'homme n'est souverain que pour lui-même, dans le respect de l'égale souveraineté des autres, mais ce heurt de souveraineté ne se résout qu'en société et ne se résout qu'en droit. Et c'est précisément la fonction même du droit de réguler la collision ou l'antinomie de ces souverainetés égales et de résoudre les conflits de droit, dans le but de les conserver ou dans le but de les réaliser.
Et c'est le propre de la démocratie elle-même que de postuler que c'est aux sujets eux-mêmes qu'il appartient de déterminer au moins les conditions générales de la conservation et de la réalisation de ces droits. Mais pour participer à cette double fonction, l'homme doit s'élever jusqu'à la qualité de citoyen, il doit se dépouiller de sa subjectivité, non pas seulement pour revêtir les atours de l'objectivité, mais pour en acquérir la mentalité, et afin de se hausser à une certaine rationalité plus universelle que la sienne, afin d'accéder à une certaine neutralité, à une certaine laïcité, à un certain sens de l'intérêt général. Lorsqu'il agit comme citoyen, l'homme doit se penser et se comporter comme s'il était autre que lui-même pris personnellement, afin de pouvoir découvrir ce plus petit commun dénominateur que partagent entre eux les hommes si divers et que représente cet atome de la collectivité nationale. L'individu indistinct, commun, sans sexe, sans âge, mais aussi sans origine, sans couleur, sans religion, sans métier, sans même une opinion a priori. Cette opinion qui, dans la délibération démocratique, risquerait d'être subjective et qu'il faut transcender pour que les autres qui ne partagent pas la même opinion et qui ne sont peut-être pas dans l'Assemblée, mais qui ont un droit à être représentés, pour que ceux-là, donc, se retrouvent, eux aussi, dans la loi, et qu'ils puissent également, sous la garantie de la loi, accomplir leur personnalité pour être enfin eux-mêmes, puisque c'est un droit de devenir soi-même. Aujourd'hui, le sujet s'enfle par lui-même et de lui-même, et son gonflement va jusqu'à lui occulter l'autre en général, ou sinon l'autre, du moins la nécessité d'être à l'autre pour être mieux à lui-même. Le sujet paraît avoir chassé le citoyen, et pour que sa figure reste parmi nous, nous ne devons jamais cesser de la penser. Merci. Merci, professeur. Maintenant, on va passer aux questions. Pour le public malentendant, vous levez le doigt et votre question sera traduite, bien évidemment. Et sinon, il y a 2 micros dans la salle et vous levez le doigt, on va vous donner la parole. C'est toujours là, lui. Oui. Oui, bonsoir. Je crois que j'ai très bien compris une chose, c'est que si on considère que la citoyenneté, c'est prendre part à la vie de la cité, on devrait, à mon avis, inciter au vote, soit en le rendant obligatoire, soit en accordant le vote un jour où c'est normalement un travail œuvré. Ça ferait donc un jour de congé. Merci. Ce serait une manière d'encourager le vote, et c'est donc une manière de prendre part à la vie de la société. Je réponds maintenant ? Oui. Oui. 2 éléments de réponse très rapides. On peut effectivement discuter de cette question. Des démocraties considèrent que le vote était obligatoire, d'autres considèrent qu'il n'est pas juridiquement obligatoire, mais elles en font un simple devoir civique. La Belgique, par exemple, considère que le vote est un vote obligatoire, mais la France considère que ce n'est pas une obligation juridique, mais simplement un devoir. Et on nous parle sans arrêt du devoir civique en l'espèce. Je crois que les éléments de la solution de ce problème sont les suivants. On peut effectivement, pour le bien de la collectivité, estimer qu'il est obligatoire pour chacun d'y participer, mais alors on risque de ne pas reconnaître une autre dimension de la démocratie qui est la liberté. La démocratie ne peut pas être obligatoire globalement, il faut que les bénéficiaires et les acteurs de cette démocratie acceptent eux-mêmes de la concevoir comme une valeur. Si elle devient obligatoire, c'est un petit peu dangereux pour la valeur que l'on accorde à cette démocratie. Quand un droit devient obligatoire, les choses sont tout de même un petit peu confuses et je crois que ce droit tend à dépérir en tant que tel. Oui, monsieur. À gauche. Oui, merci en tout cas personnellement, pour cet exposé clair, précis et passionnant. Je voulais vous dire que donc la citoyenneté est directement liée à l'exercice de la souveraineté. C'est pas, donc dans votre définition classique de la citoyenneté.
Et quel rapport faites-vous, parce que ça peut peut-être nous emmener à la question du droit de vote des travailleurs étrangers dont vous aviez parlé, quel rapport faites-vous entre justement la notion de citoyenneté et celle de nationalité? Oui. D'accord. Alors c'est effectivement une question très importante puisque dans notre pays, en France, les deux notions sont tributaires l'une de l'autre. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On est citoyen ou national, ça a exactement le même sens. En France, on distingue bien les deux notions de nationalité et de citoyenneté. Pourquoi est-ce qu'on les distingue? Parce qu'un enfant peut avoir la nationalité française et néanmoins ne pas être citoyen français. Donc vous voyez, ce sont deux qualités très très différentes. Alors, en ce qui concerne le vote des travailleurs immigrés, il y a un certain nombre de problèmes évidemment qui se posent. C'est que, en principe, les travailleurs immigrés en tant que tels, bien qu'étant en France, bien qu'étant travailleurs, bien qu'étant salariés, bien que cotisant à la sécurité sociale, bien que payant leurs impôts, n'ont pas, pour ces seules raisons-là, le droit de participer aux élections, parce qu'ils ne sont pas citoyens. Bien. Alors on a dit c'est tout à fait injuste, et c'est vrai que globalement considéré de cette façon-là, c'est injuste, puisqu'ils font partie de la collectivité, mais ils n'en ont pas le bénéfice, sur le plan politique, j'entends. Alors, il faut essayer de raisonner de façon un peu plus juridique. C'est pas forcément populaire de raisonner de cette façon-là, mais je crois que c'est vraiment nécessaire. D'abord, il faut considérer que la citoyenneté est une qualité conditionnée d'abord à la nationalité. Par conséquent, les travailleurs immigrés en tant que tels peuvent, sous certaines conditions, on va voir lesquelles très rapidement, acquérir d'abord la nationalité, puis ensuite, évidemment, lorsqu'ils sont devenus des nationaux français, acquérir en même temps la citoyenneté. Mais il faut d'abord acquérir la nationalité. Alors la nationalité, les conditions auxquelles on acquiert cette nationalité sont des conditions un peu complexes. Il y a plus de 120 articles dans le Code de la nationalité. On en connaît en gros les grandes lignes. Mais c'est vrai qu'il faut, dans un certain nombre de cas, distinguer la situation des personnes. Alors certains ont un droit à la nationalité, par exemple, lorsque un des deux parents est né en France et que lui-même est né en France, ce qu'on appelle le double ius soli, le double droit du sol. Là, il est possible effectivement d'obtenir la nationalité. Dans d'autres cas, ils n'ont pas un droit à obtenir la nationalité. Parce que la nationalité, par acte de naturalisation, par décision administrative, c'est une décision qui ne repose pas sur un droit. Là, il n'y a pas de droit, incontestablement. Alors, pour contourner, ils peuvent néanmoins l'obtenir, mais par l'effet, donc, d'une décision que l'on dit en droit gracieuse, qui ne répond pas précisément à une obligation. Donc, ils peuvent bien obtenir cette nationalité française, mais dans cette hypothèse-là, sans qu'ils aient un droit préalable. Alors, compte tenu de ceci, on a dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contourner cette difficulté qui consisterait à leur reconnaître non pas la qualité de citoyen, non pas nécessairement la qualité de citoyen, mais à leur reconnaître la possibilité de voter à certaines élections, et en particulier aux élections locales, aux élections municipales. Alors c'est vrai que si on conçoit la gestion des affaires locales comme une simple affaire de gestion, il n'y a aucun obstacle juridique ni politique. Aucun obstacle, parce que la gestion, c'est une activité ordinaire et on peut gérer une commune qu'on pourrait gérer comme on pourrait gérer n'importe quelle communauté humaine. Il se trouve qu'en droit, la commune a des prérogatives de puissance publique. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité, par les arrêtés du maire, par les délibérations du conseil municipal, de participer à une des conséquences de la souveraineté qui est le pouvoir exclusif. Quand on exerce une compétence de puissance publique, quand on peut prendre des actes qui obligent ou qui contraignent les tiers, eh bien, ces actes prennent leur origine nécessairement dans la souveraineté originaire. Donc il faudrait tout de même prendre en considération cet élément et dire, mais alors il faudrait quand même, pour participer à cet acte de puissance publique, qu'ils aient la citoyenneté française. Et puis l'autre élément, qui est un obstacle juridique, c'est tout simplement que, comme vous le savez, les élus municipaux ont également une compétence pour désigner les sénateurs. Or, les sénateurs représentent précisément, en tant qu'élément du Parlement, ils représentent la souveraineté, ils contribuent à la souveraineté. Alors, on peut évidemment imaginer pour les travailleurs immigrés, c'est la solution qui a été envisagée par le gouvernement, on peut imaginer la même solution que celle qui s'applique aux citoyens européens, qui font donc, encore une fois, des citoyens européens, des électeurs aux élections municipales, sans que ces citoyens européens soient des citoyens français. Mais alors, avec des restrictions que l'on trouve dans la Constitution, qui leur interdit premièrement d'être maire, et deuxièmement de participer aux élections des sénateurs. Alors on peut évidemment parfaitement
adopter la même solution pour les travailleurs immigrés, et c'est dans ce sens-là que l'on se dirige aujourd'hui, et il n'y aurait pas d'obstacle constitutionnel. Oui, une question de M. Daniel Hérault, président de la Ligue des droits du sourd. Bon, je me mets un peu plus haut pour que mes amis sourds puissent me voir. Donc je vais monter encore un petit peu pour que tout le monde me voit bien. Je suis très content et on est ravis d'être là ce soir. On a très bien compris cette conférence grâce à la langue des signes. Pour nous, c'est un moyen important d'avoir accès à la connaissance. Jusqu'à maintenant, on rencontrait beaucoup d'obstacles. Et en fait, notre handicap est un handicap de communication. Et c'est vrai que si on réfléchit à la citoyenneté, c'est aussi en fonction de ça. Les sourds sont citoyens, bien entendu. Mais par exemple, dès qu'il y a une élection à un niveau national ou local, les sourds n'ont pas accès au discours politique. Donc, pour nous, notre droit de citoyen commence déjà par là, l'accès à l'information. Donc, il y a 5 ans à peu près, il y a eu, au moment quand il y a eu un vote il y a 5 ans, nous, on avait dit qu'on voterait à condition que les discours politiques soient traduits, et on avait symboliquement brûlé notre carte d'électeur pour montrer qu'en tant que citoyen, on n'était pas très... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et j'ai envie que vous répondiez à cette question, pour montrer qu'en tant que citoyen, on n'avait pas les moyens d'exercer notre citoyenneté comme les autres. Bien, merci beaucoup pour cette intervention. J'en profite pour dire toute mon admiration aux traductrices qui étaient là, que j'ai un petit peu oublié derrière moi parce qu'elles ne sont pas à mon niveau et par conséquent je ne les voyais plus, et je suis tout à fait navré d'avoir parlé d'ailleurs un peu vite. Je suppose que c'était un peu difficile pour elles de traduire aussi rapidement tout ce que je pouvais dire, donc j'en suis vraiment tout à fait confus, mais je les remercie énormément. Ce que vous dites, monsieur, est incontestablement une des illustrations de ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, à savoir qu'en principe, la notion d'homme et la notion de citoyen sont des notions indépendantes et qu'il faut bien distinguer les droits de l'homme et les droits du citoyen. Mais je disais aussi que dans un certain nombre, je disais, ou j'aurais voulu dire, parce que peut-être que je ne l'ai pas dit assez précisément, dans un certain nombre d'hypothèses, ce sont des droits qui sont très interdépendants des uns et des autres. Il est clair que s'il y a une distinction d'essence, une distinction de principe, si vous voulez, dans l'exercice de ces droits, il y a tout de même une imbrication. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que pour exercer ces droits de citoyen en démocratie, il faut pouvoir s'informer, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir accéder aux médias, il faut pouvoir tenir des réunions. Or, tout cela, ce sont des droits de l'homme. Ce sont des droits de l'homme. Et ici, les droits de l'homme ne sont que l'outil, l'instrument nécessaire pour exercer ces droits de citoyen. Mais ça ne permet pas pour autant de confondre les deux choses, de confondre la notion de droit de l'homme et la notion de droit de citoyenneté. La citoyenneté, c'est une fonction objective qui tente à garantir les droits des hommes, les droits de l'homme, mais c'est clair que pour exercer les droits de l'homme, eh bien, il y a un certain nombre de conditions préalables, et ces conditions préalables sont déjà fournies par les droits de l'homme. Et évidemment, ici, nous avons un système dans lequel tous ces droits sont extraordinairement solidaires les uns des autres. La liberté ne se divise pas. Oui, une question là. C'est vous ? Oui. Au deuxième semestre de cette année, va avoir lieu une discussion lors de la présidence de la France à l'Union européenne, va avoir lieu la discussion des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias. Et est-ce que ce ne serait pas une occasion justement pour développer une citoyenneté européenne ? Alors, vous posez une question en quelques mots qui est extrêmement importante, extrêmement grave, extrêmement difficile. Quelques éléments d'information sur cette charte des droits fondamentaux en Europe. Lorsque la dernière conférence intergouvernementale s'est réunie, les chefs d'État et de gouvernement avaient donc chargé une commission de la préparation d'un document qui s'appelle la charte des droits fondamentaux, qui aurait pour objet de rendre plus visible, plus lisible l'ensemble des droits déjà consacrés en Europe, de façon précisément
à avoir cet effet d'affiche, cet effet d'explicitation et cet effet de meilleure connaissance de ses droits. Mais, très curieusement, la lettre de mission adressée par l'ensemble des chefs de gouvernement et de chefs d'État à ce groupe, à cette instance, n'a pas précisé quelle devait être la nature juridique de cette charte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas précisé que les droits ainsi consignés auraient une portée normative ou contraignante. C'est extraordinairement compliqué comme affaire. Mais en tous les cas, cette question-là n'est pas actuellement à l'ordre du jour. Elle le sera peut-être, mais probablement compte tenu du contenu de cette charte. Parce qu'évidemment, les chefs d'État, de gouvernement, dans le cadre du Conseil européen, ne seront pas disposés à donner une force normative à une charte qui comporterait des droits, par exemple les droits économiques et sociaux, qui contraindraient extraordinairement les États ou l'Europe elle-même. Mais ce qui me paraît important dans cette affaire de la charte, c'est que il y a une certaine ambiguïté. Il y a une certaine ambiguïté, exactement d'ailleurs comme dans la notion de citoyenneté européenne. La notion de citoyenneté, je vous l'ai dit, elle est très très étroitement liée à la notion de souveraineté. Et il n'est peut-être pas tout à fait innocent que l'Europe, les instances européennes, aient développé ce concept de citoyenneté parce qu'elles savent bien que ce concept est porteur de souveraineté, ou qu'il appelle une souveraineté pour que cette citoyenneté s'accomplisse véritablement jusqu'à son terme. Et vous voyez bien le propos. Si je crée des citoyens européens, je crée donc une Europe souveraine. Alors, force symbolique considérable, mais combien sont les citoyens européens qui exercent effectivement leurs droits ? J'ai un chiffre en tête, mais je n'ose pas trop le dire parce que j'ai peur de le méconnaître. C'est une infinité extrêmement réduite de personnes. Donc, très grande force symbolique, mais effectivité limitée. Ça ne retire rien à la valeur de la chose. Elle est tout à fait acceptable, remarquable, etc. Mais tout de même limitée. Et deuxième élément de réponse, puisque vous évoquez la notion de droits fondamentaux, il se produit en ce moment un phénomène assez curieux que l'on observe dans l'ordre juridique français, mais que l'on observe aussi dans tous les ordres juridiques, en Europe en particulier, c'est que ces droits fondamentaux, nouveau concept, c'est tout à fait nouveau. En France, on ne connaissait pas cette notion. J'ai évité d'en parler précisément parce que c'est un peu compliqué. Je parlais des droits de l'homme. Ce concept est revêtu d'une puissance absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Le qualificatif même de fondamental veut dire au fondement d'eux, mais en même temps fondateur d'eux. Fondateur de quoi ? Fondateur d'autres droits, mais aussi fondateur d'un ordre juridique global propre à réaliser tous les droits que ces droits fondamentaux fondent, justifient. On tire une ficelle, on a la liberté et l'égalité, à partir de là, on a la démocratie, on a beaucoup de choses. Et on a évidemment tous les autres droits qui en découlent, qui en dérivent. Donc, si vous posez les droits fondamentaux dans une instance donnée, dans un cadre donné, vous lancez un germe qui a une puissance institutive considérable. Et ce germe est de nature à engendrer la nécessité de l'ordre juridique pratique propre à concrétiser ces droits fondamentaux. Autrement dit, la question de la valeur juridique de l'instrument, du papier si vous voulez, de la norme, la question de la valeur juridique de la charte est relativement secondaire, parce que autrefois, dans une autre configuration juridique, une configuration juridique, c'est-à-dire une certaine conception du droit, qui pensait que le droit était fondé par un texte, par une loi. La conception dominante du droit que l'on a, c'est celle-là. Mais dans un tel contexte, on pensait que la valeur d'un droit reconnu était fonction de la valeur du texte qui consacre ce droit. Aujourd'hui, on est en train de pivoter. On est en train de pivoter parce que c'est beaucoup plus la nature des droits, ainsi proclamée, qui va engendrer une valeur juridique pour l'acte qui reconnaît ces droits-là. Autrement dit, quand bien même la Charte des droits fondamentaux n'aurait pas une force normative d'après la volonté des chefs d'État et de gouvernement, quand bien même donc serait-elle dépourvue de portée normative, il se peut très bien que la valeur propre de ces droits finisse par conférer une force normative considérable à cet acte. Exactement comme ça s'est passé en droit international public pour la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui en droit classique n'a pas de valeur normative à l'extérieur de l'ONU, et qui pourtant aujourd'hui sert de norme de référence à l'interprétation de tous les instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Donc,
on est dans une situation où la déclaration finit par avoir une valeur juridique qui n'est pas dérivée du statut qui lui avait été assigné dans l'ordre juridique de l'ONU, mais qui est dérivée de la force des droits que cette déclaration a consignée. Voilà, une toute dernière question, le plus bref possible, parce qu'il va falloir qu'on rende l'amphithéâtre. Merci. Bonjour, je souhaiterais vous demander si, au juste, l'Europe, écrasée par la complexité de ses institutions et aussi le manque de contrat social qui unit les citoyens des États membres à l'Union européenne en général, ne pousse pas en fait la citoyenneté européenne à être vidée de tout son sens, car elle ne s'appuie sur aucune réalité d'adhésion. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que c'est une critique que l'on entend assez souvent à l'égard de l'Europe. La complexité, oui, incontestablement. Et c'est vrai que les citoyens européens, ou même nationaux, qui ont des connaissances ou des compétences suffisantes pour saisir les procédures, les procédés et les techniques sont extrêmement rares. Je peux vous assurer que même les spécialistes ont beaucoup de difficultés à s'y retrouver. Par conséquent, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a pas ce contact direct entre ces citoyens et ces instances, à partir du moment où il y a tant de relais entre les instances de Strasbourg et les citoyens de base que nous sommes, tant de relais, eh bien, on perd un peu le contact. Mais alors, on a besoin de symboles. On a besoin d'autant plus de symboles qu'on n'a pas le contact physique. Et par conséquent, on a ces notions de citoyenneté européenne, de charte européenne des droits fondamentaux, etc. Mais la réalité, elle est là. Et c'est une véritable difficulté. Est-ce que l'Europe peut continuer à se développer ? Et est-ce qu'elle peut se développer d'une façon démocratique tant qu'on n'a pas réellement trouvé les instruments propres à concrétiser cette démocratie ? Le seul moyen serait évidemment d'ériger le Parlement européen en organe souverain, représentant non pas les peuples européens, mais le peuple européen. Mais évidemment, il faudrait encore que les États y soient prêts. Or, en l'état actuel des choses, en dehors des propositions du ministre des Affaires étrangères allemand, M. Fischer, il n'y a pas encore beaucoup de voix qui se sont expressément ralliées à cette perspective. Oui, notre amie malentendante souhaite poser une question. Excusez-moi, toute dernière question, mais je ne l'avais pas vue. Bonjour, merci de me permettre d'intervenir pour la dernière intervention. Donc c'est vrai que il y a 80% des personnes sourdes qui ont des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture, donc il y a des gros problèmes de communication et parce que l'enseignement n'est pas toujours fait de la bonne manière. Donc il y a souvent des malentendus et des incompréhensions. Donc pour ces personnes, souvent, elles ont énormément de retard d'information et en fait, elles se débrouillent pour chercher l'information par elles-mêmes. Et en fait, c'est en se retrouvant entre sourds qu'il y a des échanges. Et moi, j'ai vu que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y avait Donc j'ai vu que chacun avait le droit effectivement à l'information. Et comment nous, on pourrait justement, dans ce sens-là, il y a une base, il y a des droits, et comment on pourrait faire pour concrètement que ces droits soient appliqués. Vous savez sans doute que Madame Gillot a fait 115 propositions. Bon, le premier problème pour les sourds, c'est déjà un problème politique, c'est que des problèmes de financement, les gens sont souvent bénévoles, donc petit à petit les gens se battent moins parce qu'ils perdent de l'énergie à se battre de manière bénévole parce qu'ils n'ont souvent pas les moyens. On voit dans certains pays en Europe, par exemple, où les sourds sont beaucoup plus en avance que nous parce que on leur donne vraiment des droits. Et en France, on a vraiment du mal à faire reconnaître ces droits. Et moi, je suis souvent désolée de ça. Bon, je sais que, par exemple, la 5e chaîne, on a une émission de télévision qui permettait une information visuelle en langue des signes. Et cette émission, par exemple, pour les sourds, est en danger. Donc,
il y a des choses qui se font, mais qui sont vraiment toujours fragiles. Et qu'est-ce que peuvent faire les sourds? Et comment est-ce qu'on peut faire pour un petit peu pousser les politiques et qu'on ait les moyens finalement de nos actions? La question est évidemment extrêmement difficile et je n'ai pas de solution toute faite. Je crois néanmoins que des événements comme celui d'aujourd'hui, votre présence ici et la présence des traductrices est un instrument tout à fait extraordinaire pour sensibiliser l'opinion et par conséquent, dans une démocratie, les gouvernants aux problèmes que rencontrent les sourds. Je pense effectivement que c'est d'abord une question d'information, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, on n'y pense pas tous les jours, et que si l'on n'a pas des occasions comme celle-ci pour se rendre compte de la difficulté, eh bien, on a tendance évidemment à oublier la difficulté. Alors je crois que sur le plan pratique, sur le plan politique, sur le plan matériel, je crois que la solution passe par la participation la plus fréquente possible à ce genre de manifestation, parce qu'il y a une diffusion collective, une diffusion publique. Je crois que c'est excellent. Sur le plan juridique, eh bien, votre intervention pose toute la question de la portée effective des droits qui sont consacrés dans des instruments comme ceux que vous citiez tout à l'heure. Si vraiment ces droits avaient une consistance ou une portée effective, vous devriez être en mesure d'exiger et d'obtenir que, au moins dans un certain nombre de services publics, votre situation soit prise en compte. Sinon, effectivement, les droits proclamés n'ont pas de consistance, c'est clair. Et je pense que l'argument juridique consiste à dire, eh bien voilà, nous avons formellement un certain nombre de droits, nous pensons aux moyens juridiques pour les faire valoir, mais tant que la réalisation de ces droits n'est pas assurée par les services publics notamment, eh bien ces droits n'ont pas de consistance et c'est une contradiction dans les termes. Alors ou bien les droits de l'homme valent quelque chose et alors il faut les respecter, ou alors ils ne sont pas respectés et ils ne valent plus grand-chose. Alors, merci professeur Étienne Picard.